Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs, les membres de la communauté du réseau chrétien, et ici, Pasteur Doréus est avec vous. Nous sommes là pour notre discussion hebdomadaire. Nous sommes là pour partager des idées sur des sujets en lien avec la vie croyante. N'oubliez pas que les réseaux chrétiens, en fait, dès la fondation, je vous ai fait connaître c'est quoi la vision. C'est que nous voulons accompagner la communauté croyante. Nous voulons aussi inspirer, disons, les gens de notre société, de la société d'aujourd'hui. Comment est-ce que nous pouvons être des meilleurs disciples de Jésus-Christ dans ce monde. Nous sommes là pour l'éducation de la foi. Nous voulons voir émerger, disons, une communauté croyante plus engagée, plus aussi avisée. Alors, aujourd'hui, la question qui sera notre question centrale, c'est l'enseignement universitaire. Mais nous allons surtout regarder le contexte haïtien. En ces derniers temps, au réseau chrétien, nous mettons beaucoup d'emphase sur Haïti. La dernière fois, j'étais avec Dr Jean-Abel Pierre pour parler de la corruption. J'étais avec Dr Saint-Siné pour parler des freins au développement. Aujourd'hui, nous parlons de l'enseignement universitaire. Et notre invité, c'est Dr Vijonnet Desméreaux. Dr Vijonnet Desméreaux, c'est à la fois un chercheur, disons, et un homme d'église engagé dans la vie de l'église. Il travaille comme pasteur d'une communauté à Port-au-Prince, en Haïti. Docteur Vijonnet Desméreaux, bonjour. Comment ça va? Ton micro est fermé. Bonjour, Pasteur Doréus. Bonjour, chers téléspectateurs, téléspectatrices de l'émission Perspective. Et puis, je salue tous les amis du réseau chrétien pour la foi autrement. Je salue toute la communauté haïtienne
toute la communauté francophone chrétienne. Et c'est un plaisir pour moi de participer à cette émission Perspective. C'est un plaisir pour moi aussi de parler d'université, de débattre cette thématique sur l'enseignement universitaire. OK, bon, merci. Et docteur Desméraud, alors vous êtes à Port-au-Prince. Dis-nous comment ça va là-bas pour l'instant. Bon, je suis à Port-au-Prince, je vis en Haïti. J'ai choisi de vivre en Haïti, c'est un choix intentionnel et délibéré. Je n'ai pas été forcé de vivre en Haïti, j'ai choisi librement de vivre en Haïti, donc avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer. Et la vie ici en Haïti, c'est une vie difficile, mais c'est une vie aussi qui porte quand même, qui nous porte à grandir, puisqu'on apprend chaque jour, on apprend de nos échecs, on apprend de nos succès aussi, parce qu'ici, il n'y a pas seulement d'échecs, il y a aussi de succès. Et nous vivons dans un contexte difficile et caractérisé par une crise multiforme. Une crise sociopolitique, une crise socio-économique, une crise sécuritaire, et puis dominée essentiellement par la violence des gangs. Donc, mais le Seigneur nous a protégés, nous devons le dire, et nous devons dire aussi, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous l'avons fait confiance, il nous a gardés, il nous a protégés. Et bref, pour dire que la vie en Haïti, c'est une vie de foi. Et la foi doit être vécue. Donc, nous avons vécu la foi. Et la foi, c'est une vie aussi. Nous avons vécu cette vie qui est la foi en Jésus-Christ, la foi de Christ. OK. Docteur Desméraud, mais moi, je te connais et je connais beaucoup d'informations à propos de toi, mais de façon un peu plus élaborée. Mais tu dirais quoi à propos de toi, surtout pour les gens qui t'écoutent en ces moments-là? Bon, et alors je suis visionnaire Desméraud avec plusieurs chapeaux. Dans un premier temps, un chapeau père de famille. Je suis marié depuis 2004 avec maintenant 7 enfants. Non seulement je suis marié, père de famille, je suis aussi un mari aussi et un époux. Ça, c'est du côté familial. Mais du côté ministériel, je suis pasteur, je dirige l'Église de la Bonne Nouvelle avec une mission de 28 églises. C'est la mission de l'Église de la Bonne Nouvelle dont je suis le président et titulaire de la mission. Du côté professionnel, je suis enseignant et professeur à l'Université d'État d'Haïti. D'abord, j'enseigne au programme de licence en psychologie à la faculté d'ethnologie. J'enseigne aussi au programme de maîtrise en sciences du développement à la faculté d'ethnologie et au programme de maîtrise en psychologie sociale à la faculté d'ethnologie. De l'autre côté, je suis professeur au programme de licence et de maîtrise à l'Université Unifoca, dont je suis le recteur depuis 2016. Et je travaille aussi comme chercheur, comme consultant dans plusieurs organisations internationales, puisque en Haïti, vous savez, mettre les partis politiques ensemble, faciliter un dialogue entre le pouvoir exécutif et les partis politiques pour pouvoir trouver une solution à la crise.
Donc, j'ai participé à plusieurs de ces petites initiatives et quand même, je ne peux pas dire que nous n'avons rien fait, nous avons tenté et ce serait plus mal, ce serait pire si nous n'avions pas tenté. Voilà, c'est Visionnaire Numéro, donc c'est ce que je peux dire de moi. Donc, c'est père de famille, pasteur, enseignant, recteur d'université et aussi chercheur. OK, merci, pasteur Numéro. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est surtout l'enseignement universitaire en Haïti et nous allons jeter un œil, disons, sur votre université à vous, là, Idifocad. Mais parle-nous un peu du contexte général dans lequel l'enseignement est dispensé en Haïti. Comment ça se passe? Bon, et je peux dire que pour les Haïtiens qui m'écoutent et aussi pour toute la francophonie, c'est que l'université haïtienne est en train de se transformer. Et nous pouvons assister, nous pouvons voir que l'université haïtienne ou bien les universités haïtiennes sont en train de se transformer pour plusieurs raisons. Après la crise sanitaire causée par le COVID-19, et les enseignants, les responsables d'université s'étaient obligés de recourir à la formation à distance. Même quand ils ne se connaissent pas vraiment dans le domaine de la formation à distance. Okay. Donc, les enseignants, les étudiants, même les plus conservateurs s'étaient obligés de se familiariser avec le numérique, justement, pour pouvoir dispenser les cours. Aujourd'hui, c'est pire avec cette question de violence des gangs. Généralement, les universités se trouvant dans la commune de Port-au-Prince, dans la commune de Tabar, dans la commune de Carrefour, généralement, ces universités-là ne peuvent pas fonctionner normalement. Donc, les responsables sont obligés de faire appel à la technologie du numérique, justement, pour enseigner et aussi pour gérer l'université. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons plus de 250 universités qui fonctionnent en Haïti, avec environ 158 qui ont une reconnaissance officielle de l'État haïtien. Et la violence des gangs a occasionné un déficit général au niveau des universités. Donc, plusieurs de ces universités-là sont obligées de fermer leurs portes, notamment les universités qui fonctionnaient dans un local qui n'était pas prévu pour une université, ou du moins des universités qui fonctionnaient dans des locaux qui ne leur appartiennent pas. Et il y avait aussi une situation qui empêche les étudiants de faire le déplacement pour aller suivre les cours en présentiel. Donc, ils sont obligés de laisser Port-au-Prince pour se réfugier dans les villes de province, ce qui augmente l'effectif des universités en région, notamment les universités publiques en région et certaines universités privées qui fonctionnaient aussi en région. Donc, une université qui fonctionnait seulement à Port-au-Prince, dans des locaux qui se trouvaient à Tabar, à Port-au-Prince et dans certaines localités de Delma et de Pétionville, eh bien, ces universités-là sont obligées de fermer leurs portes et ces universités sont obligées de recourir au numérique. Et ceux qui ne peuvent pas se conformer au principe du numérique, donc, sont obligés de fermer leurs portes.
Donc, à ce moment-là, ce que nous pouvons dire, il y a un défi énorme. Il y a un défi énorme pour les universités haïtiennes. Même quand nous avons un effectif de 158 universités reconnues, il faut dire que la majorité ne fonctionne pas. Non, je comprends très bien parce que je vois l'idée, c'est que c'est pratiquement une transition pour passer du présentiel au numérique, alors que le numérique, ça exige aussi l'éducation à la base. Est-ce que, disons, la population estudiantine avait reçu, disons, une formation liée au numérique, à l'usage, à l'utilisation du numérique? Ça peut être une question. Deuxièmement, c'est qu'on connaît aussi qu'il y a des enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux par rapport à la question et à la formation en ligne. Il y a certaines logistiques qui devraient être mises en place. Par exemple, disons, un système Internet avec un bon débit. Et est-ce que tout ça, est-ce que ça ne représente pas un défi pour l'instant pour les étudiants haïtiens? C'est quoi ton regard par rapport à ça? Effectivement, pour parler du numérique, il faut penser d'abord à l'accès. Il faut penser à l'accès. Et le premier problème qui est posé, c'est le problème de l'accès. Donc, l'accès à l'électricité, l'accès à l'Internet. Mais l'autre problème qu'il faut poser, c'est le problème de l'utilisation. On peut avoir accès, mais on n'est pas capable de l'utiliser. Je me rappelle que le ministère de l'Éducation nationale avait déployé des efforts pour mettre à la disposition des lycées un accompagnement technologique. Malheureusement, les responsables de lycée ne pouvaient pas utiliser ces équipements. Eh bien, donc, il y a un problème d'utilisation. Maintenant, pour parler d'utilisation, il faut une volonté, il faut aussi une compétence. Donc, la compétence numérique, c'est un autre problème. Donc, c'est un autre problème parce que les gens qui ont été formés dans le traditionnel, qui sont conservateurs, ils ne vont pas utiliser les équipements mis à leur disposition. Donc, avec cette question de pauvreté, d'une part, les gens ne sont pas capables d'accéder aux technologies du numérique. Ils n'étaient pas capables aussi parce qu'ils n'avaient pas accès à l'électricité, parce qu'ils n'avaient pas aussi accès aux équipements et parce qu'ils ne peuvent pas utiliser les équipements et parce qu'ils ne savaient pas comment utiliser le numérique. Donc, il faut une éducation du numérique, il faut une éducation au numérique, il faut aussi développer chez les étudiants et les enseignants les compétences citoyennes, les compétences numériques, leur permettant de se conformer en tant que citoyen dans l'environnement du numérique. On appelle ça citoyenneté numérique. La citoyenneté numérique, c'est une visée, c'est une vision. Là, ça prend du temps, ça prend des énergies, ça prend des ressources énormes, justement pour développer chez les étudiants et les professeurs la visée, ou du moins le concept de citoyenneté numérique. Non, mais je comprends. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on commence à dispenser des cours à l'université, disons, dans les universités, toujours en lien avec le numérique? Est-ce qu'on commence à aborder cette thématique? Bon, là, les universités n'ont pas le choix. Parce que ceux qui restent à Port-au-Prince, actuellement, ceux qui sont restés à Port-au-Prince sont ceux qui n'ont pas le choix de rester à Port-au-Prince. Donc, ce qui fait qu'il y a une grande partie de la population estudiantine et qui
qui vient de faire le déplacement pour se rendre dans la ville de province et par conséquent, ils sont inscrits dans une université basée soit dans le sud, soit dans le nord ou du moins soit dans l'Artibonite. Les autres étudiants qui restent à Port-au-Prince, dans une université à Port-au-Prince, eh bien, l'université est obligée de se conformer à l'exigence du numérique. Donc, il n'y a pas de moyen pour l'enseignant de se rendre en personne dans l'établissement d'enseignement supérieur pour enseigner. L'étudiant, lui aussi, ne peut pas se rendre en personne. Donc, on est obligé de rester à la maison pour enseigner et pour apprendre. Donc, ce qui fait que une université qui n'est pas capable d'enseigner en ligne, qui n'est pas capable d'enseigner à distance, eh bien, se voit dans l'obligation de fermer parce que les étudiants ont besoin de la formation. L'enseignant, lui aussi, il a besoin d'enseigner pour pouvoir recevoir son salaire. Donc, on est obligé de se recourir au numérique. Bon, mais écoutez, merci beaucoup pour cette déméro, pour ces lumières. Écoutez, nous allons prendre une petite pause. Écoutez, au retour, nous aurons à continuer à poursuivre, disons, cette discussion sur l'enseignement supérieur en Haïti. Nous vous revenons tout de suite. Bienvenue à la 7e édition de la Journée de la cuisine haïtienne. Un voyage culinaire à travers les 10 départements d'Haïti à Montréal. Cet événement célèbre la richesse et la diversité de la gastronomie haïtienne, un véritable reflet de l'histoire, de la culture et des traditions d'Haïti. Fort du succès de l'édition précédente, qui a accueilli plus de 4000 visiteurs, nous prévoyons une affluence encore plus importante cette année. L'admission est de 30 $ et des passes familiales sont disponibles. Rendez-vous les 16 et 17 mai 2025 au Centre des congrès et banquets Renaissance, situé au 7550 boulevard Henri Bourassa, à Montréal, pour une expérience culinaire et culturelle inoubliable. Au programme, plus de 100 plats traditionnels préparés par des chefs talentueux, dont des incontournables comme le griot, la soupe joumou et de l'acra. Une exploration des produits d'artisanat local à travers les différents kiosques. Des démonstrations culinaires pour découvrir les secrets des recettes traditionnelles. Des concours et conférences sur l'importance de préserver et de transmettre ces traditions aux générations futures. Des spectacles musicaux mettant à l'honneur les rythmes et mélodies haïtiennes pour une immersion totale dans la culture de l'île. Laissez-vous charmer par le métissage culturel de la cuisine haïtienne, influencée par les traditions africaines, amérindiennes, espagnoles et françaises. L'utilisation d'ingrédients locaux comme les épices, les fruits et les légumes frais apporte des saveurs uniques et authentiques. C'est une occasion unique de célébrer la culture haïtienne, de partager des mets délicieux et d'enrichir vos connaissances sur une gastronomie qui fait la fierté d'Haïti. Que vous soyez amateur de cuisine, passionné de culture ou amoureux de musique, cet événement est fait pour vous. Soyez-y pour découvrir, savourer et célébrer les délices de la cuisine haïtienne. Réservez votre place dès maintenant. Pour plus d'informations, contactez-nous au 438 858 66 28. Merci et à bientôt. Madame Jordan Roy, je suis le directeur régional pour le Québec à la Société biblique canadienne. La Société biblique canadienne est totalement centrée sur la Bible. On aide les gens à entendre Dieu parler. Pour réaliser cette vision, on soutient des projets de traduction internationaux avec d'autres sociétés bibliques. De plus, sur demande, on aide les Premières Nations et les Inuits à traduire la Bible dans leur langue au Canada. On publie des Bibles et de la littérature biblique sans notes doctrinales qui conviennent à toutes les confessions chrétiennes. On distribue des écritures et des ressources bibliques dans nos magasins et en ligne à l'adresse bible.canada.com. On fournit des Bibles à grande échelle dans des programmes pour les prisons, pour l'armée canadienne, pour les camps bibliques et plusieurs autres.
On développe aussi des partenariats avec les églises et les organisations chrétiennes au Québec et à travers le Canada pour promouvoir l'interaction avec la Bible en soutenant les leaders chrétiens dans leurs projets respectifs. Ces partenariats-là nous aident à mieux comprendre leurs besoins. Lorsque des organismes sont dans le besoin et n'ont pas les moyens de se procurer des Bibles ou qu'ils sont avec des groupes vulnérables, on peut les soutenir en leur fournissant des Bibles et des ressources bibliques. Notre équipe peut également accompagner les églises, les organisations chrétiennes et leurs dirigeants dans des activités telles que des ateliers bibliques, des lectures bibliques publiques, appelées proclamations, une exposition mobile qu'on appelle Expo Bible et plusieurs autres activités. L'un des programmes que nous menons actuellement est le programme Les Écritures pour les personnes âgées vulnérables. Grâce à l'appareil MegaVoice, les personnes âgées vulnérables ont accès aux Écritures sous forme audio. Grâce au MegaVoice, on propose des écritures audio dans plus de 50 langues, en plus de l'anglais et du français. L'année dernière, on a distribué près de 900 appareils au Canada et les chiffres continuent de grossir. Un autre exemple est le programme Accompagnement des personnes traumatisées fondé sur les Écritures. Fondé sur la Bible et mené en groupe, le programme utilise des concepts de base en matière de santé mentale. Grâce à des séances de groupe et à des efforts personnels, les participants apprennent à connaître leur douleur, à la partager, à la confier à la croix de Christ pour en être libérés, et dans les cas où le traumatisme a été causé par des actions d'autres personnes, à pardonner à leurs agresseurs. Le cours Explorer la Bible est un voyage de 8 sessions pour se familiariser avec la Bible, son histoire, ses personnages, en personne ou par vidéoconférence, à la maison, à l'église, sur le lieu de travail ou lors de réunions en ligne. Des vidéos, des manuels, des schémas, des lectures vous aident à mieux comprendre le contexte lorsque vous lirez la Bible seul. Pour ceux qui ont participé à des cours d'introduction tels qu'Alpha, Explorer la Bible est une excellente ressource pour les réunions ultérieures. Ce groupe convient aussi bien aux nouveaux chrétiens qui veulent mieux comprendre la Bible qu'aux chrétiens plus âgés qui souhaitent avoir une vue d'ensemble. Je vous invite à me contacter soit par téléphone au 88 956 9403, soit par courriel à giroir@sociétébiblique.ca. Envoyez-moi un courriel, donnez-moi un coup de fil, puis regardons ensemble comment je peux vous aider dans votre ministère. Merci. Zoom sur les artistes évangéliques poursuit sa mission de mettre le projecteur sur nos valeureux artistes de l'univers évangélique. La soirée hommage 2025 en 3e édition le dimanche 23 mars dès 18h à la salle des Îlets du cégep Marie-Victorin, 7000 rue Marie-Victorin à Montréal-Nord s'annonce grandiose avec le grand retour de ce groupe phare qui a révolutionné la musique évangélique à Montréal. C2J. Invité d'honneur, le chouchou des Montréalais, T-Bob de Nazareth. Tout le monde chantait! Et bien d'autres artistes qui vont être honorés lors de cette soirée. Admission, $35 jusqu'au 15 janvier, $45 jusqu'au 15 février et $50 à partir du 16 février 2025. Billets disponibles sur Eventbrite et sur le site internet de la salle des Îlets. Stationnement gratuit. La soirée hommage 2025 en 3e édition le dimanche 23 mars à la salle des Îlets. Un rendez-vous annuel à ne pas manquer sous aucun prétexte. Pour commanditer l'événement, info et billets, composez le 514-588-1843. 514-588-1843. OK. Et merci à chacun de vous, vous qui nous suivez en ce moment. Vous êtes, disons, avec nous au réseau chrétien de poursuivre cet échange baptisé Perspective chrétienne, où nous parlons de la foi, nous parlons de la formation, nous parlons de l'enseignement. En fait, les réseaux chrétiens ont un faible pour la formation, parce qu'il est écrit à travers les Écritures, mon peuple périt, faute de connaissance. En fait, c'est pas parce que les gens n'ont pas
ils n'ont pas suffisamment d'argent. Ce n'est pas parce que les gens ils n'ont pas suffisamment de leaders, mais parce que tout simplement, ils ne sont pas capables, ils n'ont pas reçu la bonne information. Aujourd'hui, nous sommes là et pour parler de l'enseignement universitaire en Haïti. Et notre invité, Dr. Vijonnet Desméreaux, pasteur d'une communauté à Port-au-Prince en Haïti. Alors, si vous êtes avec nous pour la toute première fois, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi à notre page Facebook Réseau Chrétien Foi et Action. Vous allez nous soutenir dans cette mission, dans cette aventure de proclamation, dans cette aventure d'édification et aussi dans cette aventure de formation. Docteur Desméreaux, on revient. Vous êtes doyen, est-ce que c'est le mot, le vrai mot, disons, recteur d'une université Unifocad, mais parle-nous un peu comment est née cette vision, cette université, quelles sont les matières enseignées. Tu nous as déjà dit qu'il y a plus de 158 universités en Haïti qui sont reconnues par l'État. Alors, ton université ne travaille pas en partenariat avec une autre, mais disons, c'est un projet tout à fait autonome. Parle-nous un peu de la naissance de cette vision exactement. Bon, l'université Unifocad est née en 2004, après avoir, à la suite d'une initiative de formation continue des enseignants du préscolaire et du fondamental en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et certaines organisations internationales. Donc, de 2001 jusqu'en 2004, l'université Unifocad a formé plus de 1500 enseignants et maîtres du fondamental et du préscolaire dans le nord-ouest, à La Gonave et à Bénin. Et par la suite, on a compris la nécessité pour l'Unifocad de formaliser ces formations continues parce que ces gens qui ont été formés avaient voulu continuer à se former jusqu'à l'obtention d'un diplôme universitaire. Et c'est ainsi que le 18 mai 2004, l'université Unifocad est devenue un centre d'enseignement universitaire avec le statut d'université délivré par le ministère de l'Éducation nationale. C'est une université privée avec une foi chrétienne protestante et qui se propose d'offrir une formation continue en présentiel et à distance pour le développement humain durable et la transformation sociale haïtienne. L'université Unifocad diffuse plusieurs programmes de formation. D'abord, on a commencé avec 3 programmes de licence en sciences de l'éducation, licence en théologie et sciences religieuses et licence en administration. Donc, après avoir diffusé ces 3 programmes de 2004 à 2016, l'Unifocad a compris la nécessité de travailler avec des partenaires canadiens, américains et français pour pouvoir offrir des programmes de 2e cycle. Et c'est ainsi, en 2016, l'Unifocad a créé le programme de maîtrise interdisciplinaire sciences humaines et sociales avec une maîtrise en Global Leadership de concert avec the University of the Virgin Islands aux États-Unis, un programme de maîtrise en théologie interculturelle, un programme de maîtrise en éducation, leadership et développement et un programme de maîtrise en santé mentale en partenariat avec the National Board for Certified Counselors aux États-Unis d'Amérique. Et l'année dernière, avec le soutien de l'Agence universitaire de la francophonie, nous avons créé un 5e programme de maîtrise, c'est maîtrise
en formation à distance et pédagogie du numérique. Donc, c'est un programme de maîtrise qui est diffusé dans toute la francophonie. Donc, nous avons des étudiants provenant de 18 pays et ces étudiants sont inscrits à travers la plateforme de l'Agence universitaire de la francophonie. En 2021, l'UNIFOCAD a créé un programme de 3e cycle avec une école doctorale en sciences humaines et sociales avec une spécialité en éducation et gouvernance. Donc, Haïti, de nos jours, à travers ce programme de doctorat, Haïti a pu accueillir des étudiants étrangers. Donc, nous avons 43 étudiants qui poursuivent un doctorat avec nous. Et ces étudiants proviennent de 26 pays à travers le monde. Et ils sont restés là où ils sont, Madagascar, la France, Canada, Belgique, toute l'Afrique et toute l'Amérique. Donc, ils poursuivent leur doctorat et ils ont été inscrits à travers le catalogue international de la francophonie scientifique propulsé par l'Agence universitaire de la francophonie. Donc aujourd'hui, l'UNIFOCAD comprend 3 programmes de licence, licence en éducation, licence en administration, licence en théologie, 5 programmes de maîtrise, maîtrise en formation à distance et pédagogie numérique, maîtrise en éducation, maîtrise en théologie, maîtrise en global leadership, maîtrise en santé mentale. Et ensuite, un programme doctoral, sciences humaines et sociales avec une spécialité en éducation et gouvernance. Donc, nous avons diffusé ces programmes à travers une plateforme numérique qui a été créée avec le soutien financier de l'Agence universitaire de la francophonie. Et nous avons un campus à Port-au-Prince, à Delma. Nous avons un dortoir qui accueille des étudiants et ensuite nous avons des locaux à La Gonave, à Bénin, dans le Nord-Ouest, dans la Tibonite. Donc, nous avons des points de contact et d'information qui s'appellent PIC à travers le pays qui permettent à des étudiants d'aller consulter leur email, élaborer leurs devoirs, soumettre leurs devoirs et passer les examens, etc. Voilà, donc ça c'est l'UNIFOCAD. Donc c'est la première université haïtienne qui détient une plateforme numérique qui s'est lancée dès sa création dans la formation à distance. Et si vous consultez le catalogue international de la francophonie scientifique avec l'AUF, vous verrez que c'est la seule université haïtienne qui offre un programme de maîtrise et un programme de doctorat de concert avec l'Agence universitaire de la francophonie qui permet aux étrangers de s'inscrire, d'étudier avec nous en Haïti. Mais ça, c'est quand même une fierté pour vous aujourd'hui, j'imagine, c'est ça? Alors, une fierté pour tous les Haïtiens parce qu'on dit plein de choses de nous. On parle de nos faiblesses, on parle de nos défauts. Certes, nous avons des faiblesses, nous avons des défauts. Nous sommes très connus pour nos bêtises, mais nous avons réalisé de grandes choses, nous avons des points forts. Et nous avons Jean Prasmas, nous avons Anténor Fumé, nous avons fait l'histoire. On peut parler de nous, on doit parler de nous. Aujourd'hui, un Haïtien qui est au Canada et qui étudie à l'Université de Montréal, qui étudie à l'Université Laval, qui étudie à l'Université du Québec à Rimouski, eh bien, un Haïtien qui étudie dans ces universités-là peut s'informer, peut se renseigner de la relation entre l'université UNIFOCAD avec ces universités. Donc, nous avons réalisé beaucoup de choses ensemble. Ouais. Nous avons une bonne collaboration avec l'Université Laval qui nous a accompagnés en 2016 dans le processus de création d'une boutique de sciences. Donc, l'UNIFOCAD, c'est la première université haïtienne qui accueille, qui héberge une boutique de sciences. Donc, nous avons fait ça à travers l'Université Laval. Et l'UNIFOCAD dispose des laboratoires de recherche, un laboratoire qui fonctionne en partenariat avec l'Université du Québec à Rimouski,
un laboratoire qui fonctionne de concert avec l'Université de Montréal. Et l'UNIFOCAD a participé à plusieurs activités scientifiques à Montréal. Et plus près de nous, en ce mois de mai, du 8 au 9 mai, l'Université UNIFOCAD va organiser un colloque international sur la mémoire de l'esclavage, l'héritage colonial et la décolonisation du savoir. Et ce colloque aura lieu à l'école de technologie supérieure dans le cadre du congrès, du 92e congrès de l'ACFAS. Donc, moi, je suis fier, je dois être fier. Les Haïtiens qui sont en France, qui sont au Canada, doivent être fiers parce que quand on parle de boutique des sciences en France, quand on parle d'association sciences citoyennes, quand on parle d'association internationale des boutiques de sciences francophones, l'Université UNIFOCAD fait partie de l'association internationale des boutiques de sciences francophones. Si vous êtes au Maroc, vous allez entendre parler de l'UNIFOCAD à l'Institut Louis Pasteur. Et si vous êtes, quel que soit le pays où vous êtes en Afrique, soit au Sénégal, nous avons des étudiants partout qui étudient avec nous. Pas n'importe quel étudiant. Nous avons des doctorants, c'est-à-dire des gens qui enseignent déjà à l'université, qui font un doctorat avec nous en Haïti. Donc, ce qui fait que non seulement nous avons ces choses à partager, mais nous aimerions que nos amis haïtiens, nos collègues aussi prennent du temps pour partager ces informations. Le monde doit savoir que nous ne sommes pas seulement producteurs de gangs, nous ne sommes pas seulement producteurs de pauvreté, mais nous sommes aussi producteurs de connaissances, producteurs de savoir, et nous sommes impliqués dans le développement de la science. Nous sommes aussi impliqués dans le partage des connaissances. Nous sommes aussi impliqués dans la formation des gens et dans la transmission de savoir et dans la reproduction de l'élite sur le plan mondial. Oui, merci beaucoup, professeur Desmireaux. Alors, nous vous rappelons qu'aujourd'hui, nous parlons de la formation, nous parlons de l'enseignement universitaire dans le contexte haïtien. Notre invité, professeur Desmireaux, nous a livré une très bonne perspective, une très bonne lumière. Ça nous a donné quand même des outils pour comprendre un peu mieux la réalité, disons le contexte dans lequel est dispensé l'enseignement. Disons, c'est quand même un tour global de la situation. Alors, nous sommes pratiquement arrivés au thème de notre échange. Vous l'avez entendu, professeur Desmireaux sera bientôt ici au Canada, à Montréal, disons dans le cadre de son colloque. Alors, si vous pouvez passer, donner une petite visite et puis prendre connaissance de son travail, de son engagement, et c'est sûr qu'il va être très content, n'est-ce pas, professeur Desmireaux? Certainement. Et j'invite mes compatriotes, j'invite mes collègues de l'Université de Montréal, de l'Université Laval, de l'Université TELUC, de l'UQAM, de l'UQA, de l'Université de Sherbrooke à participer pleinement à notre colloque. Et pour participer à notre colloque, il faut s'inscrire au congrès de l'ACFAS. Et quand vous vous inscrivez au congrès de l'ACFAS, et vous verrez que notre colloque qui porte sur la mémoire de l'esclavage, l'héritage colonial, sera organisé les jeudis et vendredis, jeudi 8 mai, vendredi 9 mai, à l'école de technologie supérieure. Donc, vous devez vous inscrire à l'ACFAS et vous inscrivez à notre colloque. Et votre participation, à travers votre participation, mais au terme de votre participation, vous aurez droit à un certificat de participation délivré par l'ACFAS. Et aussi, je vous invite, je vous encourage à partager notre colloque à la communauté haïtienne. Partager notre colloque à la communauté africaine. Partager notre colloque aux pasteurs, parce que nous avons besoin de décoloniser le savoir enseigné à l'Église. Partager notre colloque aux responsables d'écoles théologiques, aux professeurs de théologie,
parce que nous avons besoin de décoloniser le savoir théologique, partager notre colloque aux enseignants, tous les enseignants que vous connaissez, partagez notre colloque avec eux. Je souhaite voir des Haïtiens venir en foule participer à notre colloque. Donc, pour participer, vous devez vous inscrire à ACFAS. L'ACFAS, c'est la plus grande instance scientifique francophone qui est basée au Canada. C'est la plus grande instance scientifique francophone du monde qui est basée au Canada. Je vous invite non seulement à participer à notre colloque, mais à vous inscrire à ACFAS. Ouais? Ce sera une fierté pour vous de faire partie de l'ACFAS. Ce sera aussi une fierté pour vous de voir un Haïtien, une équipe de professeurs haïtiens participer à ce grand événement scientifique. Donc, ce sera une fierté pour vous en tant que chrétien et en tant qu'Haïtien. Voilà. Merci. Professeur Desméraud, un bon dernier mot, ce serait quoi? Je vous remercie, Pasteur Doreus. Je remercie l'équipe l'équipe de perspective chrétienne. Je prie pour vous et je prie que le Seigneur vous bénisse davantage. Et je vous encourage fortement avec ce que vous faites. Le monde a besoin d'entendre la parole de Dieu. Le monde a besoin de vivre la foi autrement. Le monde a besoin de vivre la foi autrement. Et j'invite mes collègues francophones à écouter cette émission, à se connecter avec Perspective chrétienne, parce que c'est une émission qui vise non seulement à vous informer, à vous former pour pouvoir devenir l'expression de Jésus-Christ sur la terre. Bon, mais merci beaucoup. Et le rendez-vous, ça va être pour la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.